All rise. Oui, vous l'avez. Please be seated. Veuillez-vous asseoir. Yes, Ms. von Westinghausen. Président, oui, Maître Van Westinghausen. Allez-y. Madame Van Westinghausen, merci Madame la Présidente, merci Mesdames les juges, merci de m'avoir accordé davantage de temps. Et après avoir parlé de la situation des enfants, je voudrais maintenant aborder la malnutrition et la rareté de la nourriture. Comme vous imaginerez bien, l'impact de la malnutrition et de l'insuffisance de nourriture sur les enfants dans les camps de réfugiés et de personnes déplacées sont particulièrement sévères car ceci a un impact négatif sur la santé et le développement des enfants. Et ceci, maintenant, existe depuis des décennies. Les enfants sont exposés à des maladies que l'on pourrait prévenir et qui engendrent des problèmes physiques et cognitifs qui les suivent ensuite à l'âge adulte. Très souvent, lorsqu'un parent peut travailler, seul un parent peut travailler pour nourrir sa famille. Katouma, par exemple, qui est une de nos clientes, une réfugiée au Tchad, pendant une réunion virtuelle en septembre 2023, a partagé avec nous la nouvelle selon laquelle son mari avait été kidnappé par les gens Janjaweed pendant 2 ans. Et lorsqu'il a été libéré, il était quelqu'un de complètement différent, qui n'était pas à même de travailler ou de vivre normalement. Et elle a dit, je suis la seule qui fournit à ma qui répond aux besoins de ma famille, de 12 personnes. Je travaille, mais ce n'est jamais suffisant. Si je gagne quelque chose, mes enfants peuvent manger, mais si je ne gagne rien, ils restent sur leur faim. Mes enfants souffrent de malnutrition et sont fatigués. Fin de citation. Mais la malnutrition, bien entendu, affecte non seulement les enfants, n'affecte pas que les enfants, pardon. Omar, qui vit dans une région densément peuplée dans le camp des personnes déplacées de Kalma, au sud Darfour, dit dans une vidéo, et je cite, « Puisque nous étions obligés Depuis que nous avions été obligés de quitter notre maison, nous vivions dans une situation proche de l'agonie. Nous ne mangions jamais suffisamment, nous ne buvions pas suffisamment d'eau, sauf lorsque les Blancs en apportaient et ils nous en donnaient un petit peu, mais ce n'était pas suffisant. » Yahya, qui est du camp Kalma également, a raconté son voyage lorsqu'elle s'est enfuie de Niala et ensuite pour arriver au camp Kalma en quête de sécurité. Reflétant sur ces transformations terribles de sa vie, il a noté « Ma vie avant la guerre était heureuse et prospère, mais maintenant c'est devenu l'enfer après le déplacement et le départ des organisations du camp de Kalma pour les personnes déplacées. Ceci, pour beaucoup de personnes, signifie faim et malnutrition. Quelquefois, nous restons des journées entières sans manger. Et comme vous pouvez le voir, je suis encore jeune, mais j'ai beaucoup vieilli en raison de l'épuisement, des souffrances et des conditions difficiles engendrées par la guerre. Mes enfants également sont dans un état terrible et je suis impuissant. » Fin de citation. La situation ne fait que s'empirer depuis que le conflit est reparti. Khadija, une personne déplacée à Moukjar, se souvient, je cite, « Lorsque nous sommes arrivés au camp de Moukjar, les organisations nous fournissaient des services, mais alors que le conflit se poursuivait, les organisations sont parties, nous laissant sans soutien médical. » À Kalma, une autre victime participante s'appelant également Khadija a noté, et je cite, « La diarrhée et d'autres maladies sont notre quotidien ici dans le camp, notamment pour les enfants et les personnes âgées. » Et Moussa, également du camp Kalma, a dit, et je cite, « J'ai passé toutes ces années en ayant l'impression que j'étais en prison et le camp est une grande prison pour les gens. Les camps n'offrent aucun service, qu'il s'agisse de services publics ou d'aide humanitaire. » De même, un autre client répondant au nom de Khadija et survivante de l'attaque de Bendizi dit, « Nous arrivons tout juste à survivre. Les mères se battent pour nourrir leurs enfants sans aucun soutien. L'aide médicale dans les camps de réfugiés est pratiquement non existante. » Fatneh, une réfugiée au Tchad, dit que raconte cette réalité lorsque nous avons parlé avec elle au mois de janvier, et elle dit « Sans soutien médical, nous nous battons contre les maladies et nous restons à survivre comme nous le pouvons. » Fin de citation. Abakar, qui est également un réfugié au Tchad, a exprimé lors d'une réunion virtuelle en juillet 2024, je le cite, « Vivre ici est devenu une torture. Nous nous sentons piégés sans aucun espoir de nous sauver, de rentrer chez nous chaque jour est une lutte pour la survie. » Fin de citation. Et vous verrez que nous avons essayé de faire entendre la voix de nos clients qui venaient de Bendizi, de Koudou, de Moukjar, de Delège. Certains
sont autant d'autres au Tchad pour que vous ayez réellement, nous avons essayé d'avoir une bonne représentation d'autant de groupes que possible au sein de la communauté des victimes. Je souhaiterais maintenant vous parler, bien entendu, de l'impact psychologique et émotionnel. Comme vous m'imaginerez, l'impact psychologique que ces personnes déplacées ont vécu suite à ces crimes visés par les charges, on ne saurait jamais suffisamment insister dessus, et ceci se retrouve dans nombre de questions que nous avons posées aux témoins dans nos soumissions et dans nos écritures. Et je peux dire que ce n'est certainement pas une exagération de dire que toutes les victimes participantes ont souffert d'une certaine forme de problèmes psychologiques, de sévices psychologiques. Dans leur demande et en consultation avec notre équipe, les victimes participantes ont parlé d'avoir connu des symptômes psychologiques à long terme de détresse, de peur, de dépression et de ressentiment. Et bien entendu, pour chaque victime participante, les sévices psychologiques se montrent différemment et tous ces mots s'expriment. Ce sont les mots que nous mettons sur ces sentiments, les mots de dépression, etc. Mais pour tous, pour chacun, les choses s'expriment différemment, si tant est que ce soit exprimé ou si ce n'est supprimé, comme c'est souvent le cas. Samira, dans une communication vidéo, et je la cite, a dit « Ce qu'ils nous ont fait, c'est laisser une marque que rien ne peut effacer. C'est une peine que nous portons au quotidien dans toute partie de notre vie. » Et Hawa dit « Nous vivons ici sans sécurité, sans soutien, en transportant des mémoires qui nous s'accrochent à nous. Ce sentiment peut se ressentir dans toute la communauté des témoins, qu'il s'agisse de personnes déplacées à l'intérieur ou de camps de réfugiés. Et Youssouf, un réfugié au Tchad, a dit dans une réunion virtuelle, nous restons sans rien, si ce n'est des souvenirs de ce qui s'est passé au Darfour et qui nous reviennent au quotidien. Alima, qui est également une réfugiée au Tchad, a traduit ce qu'elle ressent comme ce suit dans une réunion virtuelle en juillet 2024. Ils ont pris notre vie et nous ont laissés dans ces lieux où nous n'avons aucun contrôle, pas un mot à dire, et c'est un petit peu comme si nous étions à peine des êtres humains. Fin de citation. Et Alaouia, une des personnes déplacées à l'intérieur, à Bendizi, a dit dans un message vidéo, nous étions autrefois une population qui bénéficiait de respect, qui avait sa fierté. Mais ici, nous ne sommes plus rien, nous sommes traités comme des rien du tout. Azoua, qui réside au Tchad, et j'en ai parlé au début de ma déclaration, c'est une peine également que transportent les victimes participantes qui ont cherché refuge dans des terres étrangères. Les enfants et les petits-enfants des victimes participantes ont également été impactés psychologiquement en grandissant dans les circonstances qui sont celles des personnes dans les camps de réfugiés, de personnes déplacées. Et ceci se transmet ensuite à leurs parents et d'autres membres de leur communauté qui portent le chagrin de voir les jeunes générations dépourvues de tout et déconnectées de la vie traditionnelle de leurs ancêtres dans la communauté FUR au sens large. Salma, qui vient de Kalma Camp et qui maintenant se trouve au camp Kalma, parle de ses enfants et exprime sa peine dans un message vidéo disant qu'ils ne savent pas ce qu'était la vie avant. Ils ne connaissent que les camps, la faim et la peur. Hassan, une personne déplacée à l'intérieur à Moukjar, dit à peu près la même chose concernant les générations futures de PDI. Elle dit, je cite, « Ils connaissent notre histoire parce que cela se lit sur nos visages au quotidien. Ils voient la tristesse, l'inquiétude. Ceci fait partie d'eux maintenant. » Fin de citation. Hawa, une personne de PDI à Moukjar, partage son récit des traumatismes que la famille a connus depuis avoir perdu son père face aux violences qui ont détruit leur vie. Elle décrit les questions sans réponse et la tristesse de sa famille et se rappelant qu'enfant, ils posaient des questions à leur mère sur leur père qui les rassurait en disant « Il reviendra bientôt ». Et je cite « Mais il n'est jamais revenu. À ce jour, il n'est jamais revenu. J'ai pleuré en silence de nombreuses nuits. Et je regrette profondément la mort de mon père qui est mort dans le silence sans être enterré correctement, ni sans cérémonie. Et nous ne savons même pas où se trouve sa tombe. » Fin de citation. Faisal, également déplacé à Moukjar et qui se bat avec sa dépression, parle des conditions insupportables dans les camps en disant « Personnellement, j'ai demandé la mort plutôt que de vivre ici. » Et si j'avais eu la possibilité de m'exprimer ou de communiquer avec tous mes clients, je pourrais continuer encore longtemps
Ainsi, tout ceci n'est nullement redondant. Rien de tout ceci n'est exactement la même chose. Ceci reflète les sentiments personnels et la vie intérieure, ce que j'appelle le jardin secret de tout participant, de toute victime participante à ce procès. Et je reconnais que ma capacité en tant que conseil à faire passer cela est plus que limitée. Les victimes participantes ont des attentes, mesdames les juges, et je voudrais partager cela avec vous. Les victimes participantes, dans leur communication et dans leurs messages qu'ils nous ont envoyés, citent des attentes élevées par rapport à la Cour, centrées essentiellement sur la justice et la responsabilisation des procédures rapides et rétablir leurs droits et leur rendre leur terre, indépendamment du fait de savoir si vous pouvez faire cela ou pas. Et je cite qu'un Sadiq, un survivant de la détention et des mauvais traitements lors de l'incident à Moukjar, qui fait l'objet des charges, a décrit dans un message vidéo l'importance de ces procédures pour lui, sa communauté et la population d'Arfouri au sens plus large. Je vais lire plutôt que de faire passer la vidéo pour prendre moins de temps, et il dit: non, même à l'intérieur du camp Kalma, des violations importantes ont été commises à l'encontre des personnes déplacées au fil des ans, y compris des arrestations arbitraires et des tirs dirigés sur le camp. Pendant de nombreuses années, nous avons été ciblés par le gouvernement qui a fait tout ce qui était possible pour effacer l'existence du camp Kalma. Tout ce que le gouvernement pouvait pour effacer l'existence de ce camp. La raison en est que les camps ont servi de rappel aux crimes commis. Le camp Kalma est la preuve vivante et un témoin des déplacements en masse, des violations du régime. Pendant 20 ans, nous avons lutté contre les Janjaweed. Il n'y avait rien d'autre que nos poitrails nus, demandant simplement que nos droits à travers la loi. Aujourd'hui, nous voulons que ce jour arrive et nous sommes debout pour combattre pour cette grande affaire. Comme Al-Sadiq Abbas dit dans un message vidéo, nous lançons un appel à la CPI pour entreprendre des actions décisives et claires contre les criminels connus au Soudan, pour avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, et de rendre responsables tous les auteurs. Si les auteurs ne sont pas rendus responsables, les violations vont se poursuivre. De ce fait, la Cour doit prendre des décisions claires pour poursuivre les criminels. Fin de citation. Et en mettant en exergue les problèmes des personnes déplacées individuelles face à une violence croissante, et je cite, il y avait un nombre croissant de personnes déplacées arrivant de toutes régions et des violations, y compris des massacres, des viols et des passages à tabac de personnes déplacées qui continuent de se poursuivre. Et il faut qu'il y ait un rôle renouvelé pour la Cour pour inclure un grand nombre d'auteurs concernés par ces crimes. Nous espérons que notre appel sera entendu et qu'il y aura une réponse et une décision bientôt. Le souhait de faire avancer les choses rapidement résonne au sein chez les participants, les victimes participantes, et beaucoup d'entre elles ayant souffert pendant des décennies de ces déplacements de souffrance et d'incertitude. Malik, un survivant de l'incident de Delej qui fait l'objet de ces charges, a envoyé ce message vidéo pour vous, mesdames les juges. Et ça, nous allons passer cette vidéo. Elle est assez courte. À ce jour, nous vivons avec un fardeau très lourd de la vie parce que dans le passé, nous vivions une vie normale. Ensuite, les Janjaweed, les criminels, sont rentrés dans nos villages et nous avons été soumis aux formes les pires, que ce soit de traitements inhumains, y compris des massacres, des placements forcés et la saisie de nos possessions par la force. Notre situation s'est détériorée jusqu'à ce que nous arrivions à Delej. À notre arrivée à Delej, nous avons été soumis à des punitions collectives et personnellement, j'ai été arrêté et maltraité pendant ma détention. Et néanmoins, je ne suis pas mort et j'ai enduré cette maltraitance. En tant que victime, nous demandons
nous nous demandons si la CPI et le Conseil de sécurité des Nations Unies sont responsables de la poursuite de ces criminels. Alors, si c'est le cas, ils doivent agir avec des actions et non des mots. Nous avons été soumis au pire des traitements sur cette terre et nous demandons à ce qu'une décision soit rendue aussi rapidement que possible, de façon à ce que les victimes puissent repartir chez eux et reprendre leur vie avant qu'il ne soit trop tard, et pour que nous puissions également reprendre les terres qui nous ont été volées. Je voudrais rappeler à la Cour qu'à l'intérieur des camps, nous sommes confrontés à beaucoup de défis et de responsabilités, notamment pour les enfants et les femmes des martyrs, parce qu'il y a des familles où seul un seul homme est encore en vie et qui est responsable de la vie de plus d'une centaine de personnes. Abdallah est un survivant de l'attaque de Bendisi qui partageait le même sentiment et qui dit « J'espère que ce procès pourra se terminer rapidement parce que nous avons tellement souffert. Les souvenirs de ce qui s'est passé pendant la guerre continuent de nous hanter, mais maintenant notre souffrance est prolongée. » Et ce sens de l'urgence se retrouve dans les craintes de la justice qui risquerait de s'éloigner. Nouradine, par exemple, qui est une victime indirecte de l'incident de Moukja, a noté ses préoccupations concernant l'âge de l'accusé. Et il dit « Je m'inquiète de savoir si la justice sera rendue en temps voulu. L'accusé est suffisamment vieux et plus le procès prendra de temps, plus il y a la possibilité qu'il puisse échapper à la justice en raison de son âge. Ceci m'amène à me demander si tout ce par quoi nous sommes passés aura été en vain. L'idée qu'il pourrait être libéré en raison de son âge est un cauchemar pour nous tous qui avons tant souffert. Nous voulons voir la responsabilisation et si le procès dure trop longtemps, il y a la crainte que nous n'obtenions jamais justice. » Fin de citation. Le temps qui passe pèse lourdement sur Moussa, survivant de l'attaque de Koudoum, qui est indiqué dans les charges, qui a vécu comme personne déplacée depuis plus de 20 ans. Et lors d'une réunion au mois de mai, il a dit « Je suis moi-même devenu faible et vulnérable. Je vis avec cette douleur depuis que la guerre a commencé et je la ressens toujours maintenant. Je suis une victime profonde. Ma vie dans le camp est terrible. Il n'y a pas de ration, pas de médicaments ni d'aide. J'espère simplement que cette affaire se termine rapidement de façon à ce que je puisse récupérer mes droits et me guérir de cette douleur. Et peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais vivre une vie de dignité sans sévices, bien entendu. Les pertes personnelles importantes et les cicatrices du conflit alimente un sentiment qui va en faveur de voir ce procès se terminer. Haoun, qui a perdu un mari et un enfant, a dit « Lorsque nous avons été attaqués, mon mari a été tué, il est mort sur mes genoux, mon enfant a été tué tout, on m'a tiré dessus, je n'ai pas pu bouger pendant 2 jours jusqu'à ce que des gens me trouvent et m'emmènent dans un lieu sûr. Et même maintenant, chaque jour, je repense à ce moment-là et ceci me crée beaucoup de problèmes sur le plan mental. La vie dans le camp est dure, nous n'avons pas suffisamment de nourriture et nous nous battons pour survivre. Mais je tiens, c'est l'espoir qui me tient. Je pense que si nous sommes patients, que nous attendons la fin de cette affaire, nous pourrons récupérer nos droits et vivre à nouveau une vie normale. » Fin de citation. Et cependant, la résilience et les espoirs des victimes se ressentent et se ressent également en plein milieu du désespoir, ce qui me semble admirable. Néanmoins, en dépit de la tristesse qu'elle ressent, elle a exprimé d'une voix forte dans un message qu'elle nous a fait envoyer. Et elle dit « Les souffrances par lesquelles nous sommes passés vont au-delà des mots. Des gens ont été tués, déplacés, ont disparu et les camps de réfugiés n'offrent pas de soulagement. La vie ici est tellement difficile, il n'existe pas de droit, pas de travail, pas d'opportunité pour nos enfants. Et chaque fois que je pense à mon pays, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. » Cette patience est tempérée par l'urgence pour la justice. Et Anima, un survivant de l'attaque de Koudoum, dit « Nous attendons la justice depuis plus de 20 ans et nous espérons maintenant que les juges voient la vérité. » Faïa, une survivante de l'attaque de Bendisi, se fait écho de ce sentiment en disant « Sachant que l'affaire pourrait être terminée d'ici la fin de l'année, me donne un peu d'espoir après toutes ces attentes. » Et que tout comme Salam, personne déplacée de l'intérieur à Kalma, est plein d'espoir et parle avec optimisme. La justice nous permettra de rentrer dans nos villages et de reconstruire nos vies. D'autres, comme une victime participante dont le jeune frère a été détenu et maltraité pendant l'incident
à Delège et qui continue de souffrir de problèmes psychologiques à ce jour, a parlé de la frustration, de la lenteur, mais néanmoins maintient sa confiance dans la Cour. Elle nous a informé lors d'une réunion, et je la cite, « Vivre en tant que victime toutes ces années est insupportable. Je reste en vie simplement pour voir la justice se faire. Mais cette affaire avance tellement lentement et les victimes meurent. Je fais néanmoins confiance à la Cour, mais je voudrais crier au monde que nous sommes, que on a fait l'objet d'un nettoyage ethnique dans nos propres pays. Les Janjaouides et les RSF ont été créés par la dictature et la justice que la Cour peut apporter aux victimes du Darfour serait un symbole pour d'autres conflits. Je voudrais que les juges et tout un chacun le sachent. » Fin de citation. Pour beaucoup de personnes, ce procès est une question de responsabilisation et de punition, mais également de rétablissement de la dignité et de la paix. Khalil, qui a été détenu et qui a été maltraité dans l'incident de Moukjar, figurant dans les charges, a dit cela très clairement. Et je le cite, « Il est nécessaire de rendre ceux qui sont responsables responsables des événements. Cela signifie stabilité et un retour dans nos villages et c'est une leçon très importante pour l'ensemble des criminels. Cela implique également de restaurer notre dignité humaine qui attend depuis longtemps, que nous avons perdu il y a longtemps et de ne pas nous en tenir à des moyens qui nous font souffrir sans fin parce que les Janjaouides ont continué leur tyrannie sans limite et sans qu'il y ait personne qui vérifie cela et ceci est inacceptable pour la conscience humaine. Et pour conclure, alors qu'il y a donc des sévices irréparables que les victimes participantes ont connus et que cela ne peut être défait, une décision équitable serait un espoir pour l'avenir et une reconnaissance officielle par la Cour par rapport à ce qu'ils ont souffert individuellement et collectivement. Adam de Koudoum le dit très brièvement. Espérons que la décision serait équitable de façon à ce que nos consciences puissent trouver la paix. Je vous remercie de votre attention et j'aimerais également profiter de l'occasion pour remercier plusieurs personnes et je vous demanderai de me permettre de le faire parce qu'elles ne sont pas toutes là avec moi. Avant d'en terminer, j'aimerais véritablement remercier dans un premier temps Maître Anand Shah et Kassif, sans qui je n'aurais pas pu véritablement faire mon travail. Notre travail qui n'est d'ailleurs pas terminé, mais pour le moment, j'aimerais vous remercier de votre professionnalisme et de votre collégialité infatigable à tout moment, ce qui n'est pas toujours acquis. J'aimerais également remercier les anciens membres de notre équipe, Driss et Anne-Marie. J'aimerais également remercier Charlotte et Catherine Lévy, nos stagiaires, Zaskia, Adjova Fane, Béatrice Kachapani et Gilberte. Alors, notre équipe est une petite équipe. Sans la contribution de ces jeunes professionnels qui devrait, je le pense, être rémunéré à l'avenir, notre aptitude à respecter notre mandat et à respecter les droits de nos clients aurait été minimisée, pour dire le peu. Et puis, en sus de mes collègues qui se trouvent à mes côtés, notre équipe est composée de 2 assistants sur le terrain de la communauté des Fours, un qui se trouve dans l'est du Tchad, et j'espère qu'il peut me voir. Je ne veux pas dire son nom, mais il est lui-même un réfugié du conflit de 2003 et 2004 au Darfour. L'autre assistant est une personne qui a été déplacée depuis très longtemps, qui réside dans la localité de Wadi Sali, dans ce qui est maintenant l'état central du Darfour, et j'espère vraiment qu'il a pu suivre et qu'il sait se reconnaître. Ils ont été nos interlocuteurs essentiels avec les familles, avec les victimes et les familles des victimes participantes, et ils ont travaillé dans des circonstances extrêmement difficiles, et je n'aurais jamais pu faire tout le travail accompli sans leur soutien. Et grâce à eux, nous avons pu présenter ce que nous avons présenté. Cela aurait été impossible. Il y a la victime V2 qui se trouve dans un camp de réfugiés au Tchad, et vous avez V4 et V5 qui ont pu se déplacer depuis leur camp de réfugiés au Darfour et qui ont pu se déplacer après le début du conflit actuel et qui ont aidé la Cour, comme vous le savez. Donc notre équipe est une équipe qui a été bénite grâce au soutien également d'intermédiaires au Darfour,
qui ont assuré la coordination avec nos assistants et qui n'ont été absolument pas avares de leur temps et de leurs efforts pour aider lors des consultations de notre équipe dans les 5 camps au Darfour, où se trouve la grande majorité de nos clients. J'aimerais les remercier. J'aimerais également vous remercier ici, mesdames les juges, tous les collègues, tous nos confrères et consoeurs de l'accusation et de la défense, car nous avons eu une attitude et une atmosphère très collégiale, ce qui fait que nous avons pu avoir un procès empreint de dignité et d'équité. Je vous remercie. La juge présidente, merci beaucoup, madame von Wichtinghausen, et je me tourne vers la défense. Maître Lauchi. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames les juges, chers collègues. La défense se lève aujourd'hui pour présenter ses plaidoiries finales dans l'affaire Abdelrahman. Le moment est solennel. Il clôt 5 ans de procédure depuis la date, en décembre 2019, à laquelle M. Abdelrahman a, pour la première fois, pris contact avec la Cour afin de s'y présenter et de venir répondre des accusations proférées à son encontre. Il clôt 17 ans de mise en accusation depuis l'annonce publique faite le 27 février 2007 des demandes du bureau du procureur aux fins de délivrance de citations à comparaître à son encontre, sous le nom Ali Mohamed Ali Abdelrahman, également désigné sous le surnom Ali Kouchaïb. Cette affaire qui arrive aujourd'hui à terme est celle qui a tenu la Cour occupée depuis le plus long temps. Il intervient enfin plus de 20 ans après les faits. La défense adresse ses pensées aux victimes de 2003 et 2004 qui n'ont à ce jour toujours pas reçu réparation. Au commencement de cette affaire, en juillet 2020, la défense a fait des propositions pour que les victimes reçoivent réparation sans attendre et indépendamment du résultat de ce procès. Ces propositions sont toujours d'actualité et la défense demeure déterminée à les soutenir si elles sont reprises par nos collègues représentants légaux des victimes, en particulier en cas d'acquittement de M. Abdelrahman. Mais la justice qui doit être faite aux victimes ne saurait être au prix de condamner un innocent, car cette condamnation ne ferait rien d'autre qu'ajouter une nouvelle injustice à celle que les victimes ont subie. En cette fin de matinée, nous sommes déjà en début d'après-midi, je parlerai, après mon introduction, des sujets relatifs au procès équitable et à la compétence de la Cour, après quoi mon confrère Ian Edwards vous entretiendra de la crédibilité des témoins du procureur. Cet après-midi, et peut-être en dépassant un peu sur demain matin, mon confrère Ian Edwards vous parlera des 4 scènes de crime et Madame Matteo abordera le sujet de la connaissance de la politique d'État et de la persécution. Et je terminerai demain avec l'exposé, plutôt la réponse, aux arguments de mes adversaires en ce qui concerne les 3 lignes de défense. Je commencerai donc par vous raconter l'histoire d'un homme. Il se nomme Ali Mohamed Ali Abdelrahman. C'est un homme simple, retraité de l'armée soudanaise et pharmacien de son État, dans une petite ville de province, Garsila, située dans la région du Wadi Saleh, État du Darfour Ouest, au Soudan.
Quand je dis pharmacie, je vous prie de ne rien imaginer de grandiose. On parle de 4 murs bâtis dans le marché de Garcilla, où cet homme vend des médicaments à destination des humains. Il a obtenu sa licence, l'autorisant à le faire, au cours de ses 27 années passées dans l'armée, où il servait en qualité d'infirmier avec le rang de sous-officier ou moussaïd dans le service médical. Il n'a jamais soigné les animaux et n'est pas licencié pour le commerce de produits vétérinaires. Cet homme ne fait pas de politique. En 2003-2004, il n'occupe aucune fonction officielle, ni dans l'administration civile, ni dans l'administration tribale, ni dans les forces de sécurité. La preuve ne contient aucune trace d'une telle position. C'est un musulman pratiquant, il a 3 épouses, plusieurs enfants, il gagne humblement sa vie et celle de sa famille en vendant des médicaments. Personne n'aurait jamais dû entendre parler de cet homme en dehors de sa petite communauté soudanaise. Mais le destin a décidé qu'il en serait autrement et qu'il serait propulsé, bien malgré lui, sur le devant de la scène de la justice pénale internationale en tant que personnalisation des atrocités commises au Darfour par le gouvernement soudanais. Pour que cet improbable destin se réalise, une série d'événements a dû se produire. Premier événement, en 2003-2004, le gouvernement soudanais organise une campagne de répression sanglante à l'encontre de la rébellion de l'armée de libération du Soudan, largement soutenue au sein de la tribu Four. Pour ce faire, il a recours aux milices des tribus arabes, communément désignées sous le terme Janjaweed, les fameux diables à cheval. Ces milices secondent l'armée soudanaise dans leur répression de la rébellion. Des opérations conjointes sous commandement militaire avec l'appui des milices sont conduites dans plusieurs localités, dont Kodoum, Bindizi et Sindou. Les personnes suspectées de soutenir la rébellion sont arrêtées et détenues, parfois exécutées sommairement, sans procès, comme à Moukjar et à Deledj en mars 2004. Pendant ce temps, notre homme, lui, vend ses médicaments à Garcilla. Il est trop vieux pour aller se battre et sa tribu, les Taïcha, de la région de Raad el-Boldi, au Darfour Sud, a décidé de rester en marge de ce conflit. Les miliciens de Garcilla sont de toute façon majoritairement de la tribu Salamat, qui est l'ennemi juré de la tribu Taïcha. Cela lui aurait coupé la gorge plutôt que de le recruter ou d'en faire leur chef. Il ne se mêle donc pas de ce qui se passe et prie Dieu que les siens soient préservés. Le deuxième événement, moins de 2 mois après le renvoi de la situation au Darfour devant la Cour, en mai 2005, le gouvernement soudanais, qui s'inquiète manifestement d'une prochaine mise en accusation de son président Omar al-Bashir, remet aux enquêteurs du procureur 2 documents, présentés comme un procès-verbal de réunion de la Commission nationale d'enquête soudanaise et son rapport. Ces 2 documents datent de juin 2004 et sont visés en note de bas de page 179 et 186 du mémoire de la défense. Ce sont les pièces 128 et 123 et 130 sur notre liste. Je me référerai tout au long de ma plaidoirie à la numérotation dans la list of authorities pour que ça aille plus vite. Ces documents mentionnent un homme en relation avec les exécutions de prisonniers survenues à Deledj. Le premier document vise le lieutenant Ali Mohamed Ali, surnommé Koucheib. Le second, le chef des milices Foursan, Mohamed Ali Koucheib. Le Soudan offre donc à la Cour, afin de la satisfaire, la poursuite d'un illustre inconnu, Ali Koucheib. Tellement inconnu
que l'expert joint du bureau du procureur et de la défense, Alex Deval, mondialement réputé pour sa connaissance du contexte soudanais et directement impliqué dans la négociation de la paix avec les parties au conflit soudanais, indiquera n'avoir jamais entendu parler de lui en dehors du contexte de la Cour et des rapports de Human Rights Watch. Je suis à la pièce 46 dans la liste. À cet instant, M. Abdelrahman est dans un camp d'entraînement des forces centrales de réserve qui sont rattachées à la police, à El Obeid. Il y a été incorporé depuis 1 an, avec dérogation due à son âge avancé. Il est à la totale disposition des autorités soudanaises, mais il n'entend pas parler de ces événements qui n'ont apparemment aucun lien avec lui. Il n'a jamais été lieutenant, il n'a jamais dirigé des milices Forsan, qui sont de toute manière celles de la tribu Beni Alba, pièce 119 de la liste, ou de la tribu Rizegat de la région d'Ed Daïn, dans le Darfour Sud, pièce 95. Il n'appartient pas à ces tribus, Beni Alba ou Rizegat. Le seul lien possible serait la mention des 3 prénoms Ali Mohamed Ali. Mais il n'a pas connaissance de ces documents et personne ne vient lui signaler qu'il pourrait être la personne que ces documents visent. 3e événement le plus important. Le 27 février 2007, le procureur de la Cour pénale internationale dépose une requête publique aux fins de délivrance d'une citation à comparaître à l'encontre de Ahmad Haroun et Ali Mohamed Ali Abdelrahman, alias Ali Kouchaïb, pharmacien vétérinaire sur le marché de Garcila. C'est la pièce numéro 1. Cette requête est doublée d'un communiqué de presse du bureau du procureur. Et à cette date, M. Abdelrahman a fini son entraînement et sert dans les forces centrales de réserve avec le grade de Moussaïd, qui lui a été donné par équivalence avec le plus haut grade qu'il avait occupé dans l'armée avant sa retraite. Il est un employé des autorités soudanaises et donc à leur totale disposition. Mais personne ne vient le chercher pour l'informer qu'il est recherché par la Cour, et encore moins l'arrêter avant la fin 2019. Il n'entendra parler de tout ça que progressivement au travers des médias locaux. Alors la question qui se pose est la suivante. Entre la réception des documents de mai 2005 et le dépôt de sa requête du 27 février 2007, qu'a fait le bureau du procureur pour vérifier l'identité du suspect? Les informations reçues du Soudan ne sont pas très claires. Nous avons 2 séries différentes de prénoms. Nous avons l'emploi d'un surnom. Cela aurait mérité quelques vérifications. Et puisque le gouvernement soudanais voulait à l'époque montrer qu'il coopérait tant qu'on n'accusait pas leur président al-Bachir, il suffisait de lui demander les informations de base permettant de vérifier l'identité du suspect, ses documents d'état civil, son casier judiciaire et, puisqu'il était question d'un lieutenant, son dossier militaire. N'importe quelle police, dans n'importe quel pays au monde, commence systématiquement son enquête par ces vérifications de routine. Pas le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Un échange de lettres intitulé Roadmap for Implementation of UN Security Council Resolution 1593, qui s'étend de juin à décembre 2006, c'est la pièce 120, décrit les étapes de l'enquête du procureur au cours de cette période. En annexe 5 à la roadmap du 30 juin, le bureau du procureur soumet une liste de documents et informations dont il demande la transmission. La liste est longue,
aucun n'est en relation avec l'établissement de l'identité du suspect Kouchaïb, désigné par le gouvernement. Les pièces essentielles à toute enquête policière, que sont l'état civil, le casier judiciaire et le dossier militaire, ne sont jamais demandées par le bureau du procureur, ni dans la roadmap de 2006, ni plus tard. C'est la défense qui a dû les demander à partir de novembre 2020, et sans discontinuer depuis. La défense ne les a jamais obtenues. Les autorités soudanaises ont d'abord ignoré ces demandes. Sous la pression de votre Chambre, elles ont finalement usé dans une note verbale du 12 janvier 2023, pièce 13, un argument aussi ridicule que fallacieux pour refuser de les délivrer. Sommées de se justifier de cet argument absurde, elles ont été incapables de le faire. Le bureau du procureur, de son côté, n'a pas considéré que la délivrance de ces documents constituait une priorité. Prouver l'identité du suspect dans cette affaire ne constituait pas la priorité du bureau du procureur, c'est la pièce 15. Même après que cette identité ait été contestée par l'accusé, et même après que votre Chambre ait indiqué que l'obtention de ces documents était indispensable à l'équité du procès. Finalement, les autorités soudanaises ont transmis à la Cour le 5 décembre 2024 un document qui, à défaut de fournir le dossier d'état civil complet, le dossier militaire et le casier judiciaire de M. Abdelrahman, confirme au moins son état civil, indique que son dossier militaire a été perdu suite à des attaques des forces de soutien rapide et indique que M. Abdelrahman n'est pas mentionné au registre soudanais des personnes poursuivies et des personnes condamnées. C'est la pièce 168. Les conséquences de ce document sur l'affaire sont considérables. En particulier, le fait qu'aucune mention de M. Abdelrahman ne soit faite au registre soudanais des personnes poursuivies et des personnes condamnées invalide les théories du bureau du procureur selon lesquelles il aurait été poursuivi par les autorités soudanaises pour des crimes en relation avec les événements de 2003-2004 ou interrogé en novembre 2006. Mais j'y reviendrai. Le bureau du procureur n'avait jamais demandé ni obtenu ces documents capitaux demandés par la défense. S'il les avait obtenus plus tôt, le cours de cette affaire aurait été considérablement changé, probablement raccourci. Ce manquement aurait-il pu être compensé par d'autres mesures d'enquête du bureau du procureur? Très difficile, à vrai dire, à partir du 27 février 2007, de savoir si les témoins qui prétendent connaître M. Abdelrahman sous le surnom Ali Kouchaïb, disent la vérité ou ne font que régurgiter les informations diffusées par la Cour. Par son inconséquence, le bureau du procureur a lui-même ruiné la fiabilité de sa preuve de l'identité d'Ali Kouchaïb. Mais les enquêteurs du bureau du procureur ne se préoccupent même pas de poser la question lors des interviews qu'ils conduisent avec leurs témoins. Mon collègue hier s'est ému de la citation de notre échange du 21 novembre 2022 à l'occasion de la comparution du témoin P585. Je n'y reviens pas. Ce qui est important, c'est qu'il nous dit à ce moment-là, parlant d'une interview de 2016, ça n'était pas important parce que nous savions que M. Abdelrahman était Ali Kouchaïb à ce stade-là, et cette question n'avait pas encore été soulevée. Ainsi, en 2016, au moment d'interviewer le témoin P585, le bureau du procureur savait, ou croyait savoir, que M. Abdelrahman était Ali Kouchaïb. Il le savait, ou croyait le savoir, sans avoir demandé ni obtenu les documents de base établissant son identité aux autorités soudanaises. Il le savait ou croyait le savoir sans même poser la question à ses témoins.
Il le savait, ou croyait le savoir, parce que l'intéressé, M. Abdelrahman, n'avait pas contesté le surnom Ali Kouchaïb. Mais le lui avait-il seulement demandé? Pas à notre connaissance. La seule trace que nous ayons d'une possible interaction entre le bureau du procureur et Ali Kouchaïb avant 2016 est celle rapportée par le témoin D16, sans être contestée par le bureau du procureur. Elle a lieu en juin 2006 à Khartoum. Là aussi, j'y reviendrai. Par son objection du 21 novembre 2022, le bureau du procureur, en réalité, fait l'aveu judiciaire le plus évident de son manquement à son obligation d'enquêter à charge et à décharge, avec pour seul objectif l'établissement de la vérité. Or, pas de procès équitable possible, mesdames les juges, vous en conviendrez, sans respecter ces garanties essentielles. Ce manquement grossier à ses obligations par le bureau du procureur n'est pas isolé et ne constitue malheureusement qu'un aspect particulier de l'à peu près permanent que cette affaire a révélé dans le rapport de la Cour à sa propre légalité et à l'équité du procès. Les exemples sont pléthores. La défense les a dénoncés tout au long de l'affaire. Je ne mentionne que 2 exemples à la seule fin d'illustrer mon propos. Premier exemple, aucun enregistrement n'est conservé des conversations téléphoniques entre les enquêteurs du bureau du procureur et l'intermédiaire P869, qui ont abouti à la production de la vidéo préalable à la reddition de M. Abdelrahman à la Cour en 2020. En l'absence de tel enregistrement, il est impossible de vérifier ce que les enquêteurs du bureau du procureur ont dit pour que l'intermédiaire se croie obligé de dire à M. Abdelrahman qu'il doit se présenter sous l'alias Ali Kouchaïb pour que la Cour s'occupe de lui. Deuxième exemple, aucun enregistrement, aucune note d'enquête n'a été conservée de la rencontre réelle ou programmée des représentants du bureau du procureur avec une personne répondant au nom d'Ali Kouchaïb en juin 2006 à Khartoum. La preuve que cette rencontre était programmée et a probablement eu lieu a été rapportée par le témoin D16, qui a lui-même rencontré Ali Kouchaïb à cette occasion et le décrit comme un homme de 20 ans plus jeune que M. Abdelrahman et membre des Popular Defense Forces, auxquels M. Abdelrahman n'a jamais appartenu. Mes collègues du bureau du procureur l'ont confirmé hier. Le bureau du procureur n'a pas contre-interrogé le témoin D16 sur cette rencontre, ce qui, selon la règle fixée par votre Chambre, et que le bureau du procureur rappelle au paragraphe 8 de son mémoire, équivaut à une absence de contestation. Le bureau du procureur a eu l'occasion d'appeler en réplique au moins 2 témoins les plus éminents qui faisaient partie de la délégation du bureau du procureur à Khartoum en juin 2006 et qui étaient disponibles. Il a choisi de n'en rien faire, confirmant ainsi son absence de contestation de la rencontre programmée avec Ali Kouchaïb à Khartoum en juin 2006. Et pourtant, aucune trace, aucune note d'enquête, aucun procès-verbal, aucun enregistrement n'a été conservé et divulgué. La défense en est inquiétée auprès du bureau du procureur, qui a répondu qu'il n'avait aucune trace d'une telle rencontre ou de sa programmation, ni de la rencontre avec le témoin P103, que le témoin D16 a également confirmé. Cela signifie que, comme pour la vidéo de la reddition, le bureau du procureur n'a pas estimé utile de conserver dans ses archives la preuve de sa rencontre réelle ou programmée avec Ali Kouchaïb en juin 2006. Autre question, si le bureau du procureur savait en 2016 que M. Abdelrahman était Ali Kouchaïb, est-ce parce qu'il le leur avait lui-même confirmé à Khartoum
en juin 2006. Dans tous les cas, la conservation des traces de cette rencontre et leur divulgation à la défense était indispensable. Le bureau du procureur a, là encore, manqué à son obligation de conserver et de divulguer cette preuve. Les archives du bureau du procureur sont comparables à une passoire au travers de laquelle les informations et les preuves les plus essentielles à démontrer l'innocence de l'accusé s'échappent, emportant avec elles le respect du droit à un procès équitable. De cela, la Chambre devra tirer les conséquences dans sa délibération. À la lumière des violations que je viens de mentionner, de celles visées dans le mémoire de la défense et dans son annexe 1, et du récent rejet des requêtes 1194, 1204 et 1214 de la défense est aujourd'hui en mesure de dire que le procès de M. Abdelrahman n'a pas été et ne pouvait pas être équitable. C'est la réponse à la question numéro 11 de la Chambre. Face à cette situation, la défense prie la Chambre de rompre avec l'attitude conciliante qui a été la sienne jusqu'ici à l'égard de ses errements et de se montrer enfin plus exigeante à l'égard du respect de la légalité de la Cour et de l'équité du procès. D'admettre, par exemple, que l'absence de convention en vertu de l'article 4, paragraphe 2 du statut de 2005 à 2021 et les insuffisances de l'accord de coopération de mai 2021 ont compromis l'équité des procédures dans cette affaire. D'affirmer que la persistance du bureau du procureur à ne pas respecter les politiques de la Cour en matière de protection de la confidentialité est intolérable, inexcusable et doit cesser. De dire que le bureau du procureur ne peut manquer impunément à ses obligations de conservation de la preuve et de divulgation envers la défense. Vous en tirerez, mesdames les juges, les conséquences qui vous sembleront appropriées sur l'issue du procès, mais vous aurez ainsi fait ce que vous pouviez pour redresser la Cour de ses errances. C'est un sursaut pour le salut de la Cour pénale internationale que la défense invite la Chambre. Je vous le dis solennellement, mesdames les juges, le service à rendre à la Cour est bien plus grand en mettant un terme à ses errances qu'en condamnant M. Abdelrahman à l'issue d'un procès dont ces mêmes errances ont compromis l'équité. Les défis colossaux auxquels la Cour fait face aujourd'hui au Soudan et dans d'autres situations ne pourront être relevés avec succès sans le redressement auquel la défense appelle. Mais avant d'entrer dans votre délibération sur le fond de cette affaire, il reste une question préliminaire qui n'a pas encore été définitivement tranchée et sur laquelle votre Chambre va devoir se prononcer. C'est celle du respect du principe de l'égalité, nolium crimen sine lege, en vertu de l'article 22 du statut. Cette question fait l'objet des paragraphes 8 à 35 du mémoire de la défense. Je n'y reviens pas, je me borderai ici à l'essentiel. Dans sa plaidoirie d'hier, mon collègue du bureau du procureur et dans une certaine mesure mon collègue représentant légal des victimes nous ont proposé une collection d'opinions exprimées par divers témoins sur la question de l'incrimination. Mais, mesdames les juges, la vérification du principe de l'égalité n'est pas une affaire de sondage. De façon générale, la question du respect du principe de l'égalité est une question excessivement simple. Existait-il, au moment des crimes, une base légale identifiable et accessible qui les incriminait et qui permettait de poursuivre ceux qui les commettaient? Si la réponse est oui, cette base légale doit être identifiée. Ni le bureau du procureur, ni les représentants des victimes n'identifient une base légale claire, identifiable et accessible en vigueur en 2003-2004, sur la base de laquelle les crimes décrits dans les charges auraient pu être réprimés. Le bureau du procureur, au paragraphe 666, et les représentants légaux des victimes, au paragraphe 45 et 46,
tente de soutenir l'insoutenable en prétendant que les conventions internationales, en particulier celles relatives aux droits de l'homme et au droit international humanitaire et le droit international coutumier, étaient directement applicables en droit soudanais au moment des faits. Il s'appuie pour cela sur des déclarations et rapports du Soudan devant diverses organisations internationales, y compris la Cour, par lesquelles les autorités soudanaises prétendent que le droit international faisait partie du droit applicable au Soudan en 2003-2004. Mais ces sources choisies ne font en réalité que confirmer la non-applicabilité des conventions internationales en droit soudanais, et elles sont muettes à l'égard du droit coutumier. Les documents mentionnés en note de bas de page 2008 et 2009 du bureau du procureur confirment l'absence d'applicabilité directe. Le bureau du procureur s'appuie sur un paragraphe de certains de ces documents certifiant devant diverses instances internationales que les traités internationaux sont considérés comme faisant partie de la législation nationale. Mais il aurait dû pousser sa lecture jusqu'au paragraphe immédiatement suivant, qui requiert la mention de leurs dispositions, des dispositions de ces conventions, dans les lois du Soudan. Les représentants légaux des victimes, eux, s'appuient sur la note verbale d'octobre 2024, pièce numéro 158, dans laquelle le Soudan prétend appliquer le droit international humanitaire dans son droit national depuis 1925. Au risque de les décevoir, il est rare que les États se vantent devant les organisations internationales de violer les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Et le fait qu'ils certifient la main sur le cœur de les respecter ne fait pas pour autant d'eux des parangons de justice et ne modifie pas leur droit national. Le bureau du procureur s'appuie aussi sur la loi soudanaise sur l'asile de 1974, qui introduit une référence expresse aux conventions relatives à l'asile. Mais cette référence confirme qu'en l'absence d'une telle disposition expresse dans la loi, les conventions ne sont pas applicables. Le discours du ministre de la Justice soudanais devant la commission de mise en œuvre du DIH, c'est la pièce 136, définit précisément le rôle de la commission nouvellement créée comme incluant, premièrement, de s'assurer de la compatibilité des lois soudanaises avec les conventions ratifiées, et deux, de définir les mécanismes et mesures de mise en œuvre nationale du DIH. Ce rapport confirme ainsi que rien de tout cela n'a encore été accompli et que tout reste à faire. En page 0043 du même document, le paragraphe 6 du décret de création de la commission le confirme en définissant ses fonctions. Petit a, analyser la législation nationale en relation avec le DIH, déterminer si elle est en harmonie avec ses dispositions et faire des recommandations pour son amélioration. Petit b, créer les mécanismes et mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles du DIH. En page 0048 du même document figure le plan d'action du Comité international de la Croix-Rouge pour la mise en œuvre du DIH dans les pays arabes, en 2003. Sous le titre 2, Répression des crimes de guerre, le CICR mentionne que le Yémen et la Jordanie ont adopté des législations dans ce domaine et que l'Égypte a mené les études en vue de l'adaptation de sa législation. Rien sur le Soudan. Et le CICR recommande que les pays arabes coordonnent leurs efforts pour amender leur législation nationale avec l'expertise des services consultatifs du CICR. En page 0049, le document mentionne encore les efforts du Yémen et de la Jordanie dans la diffusion du DIH au sein des forces armées et recommande que les autres États, dont le Soudan, commencent à faire de même. En page 0054,
sous le chapitre Sudan Experience. Le document mentionne que l'idée d'enseigner le droit des conflits armés aux forces armées soudanaises a été initiée par le Comité international de la Croix-Rouge à Khartoum. Nous sommes en 2003. Le document continue. Une directive a été émise pour préparer les curricula pour la formation sur le droit des conflits armés et se familiariser avec ses concepts et implications. Alors, si en 2003, nous en sommes à initier l'idée d'une formation en DIH et à émettre une directive pour se familiariser avec ces concepts, quelle meilleure preuve de l'absence de formation et de mise en œuvre du droit international humanitaire jusque-là au Soudan. Le curriculum qui en a résulté est décrit en page 0056. Pour les soldats, le nouveau curriculum leur enseigne la distinction entre combattants et non-combattants et le traitement des prisonniers de guerre. Trop tard, malheureusement, pour les événements du Darfour de 2003-2004. Enfin, le Comité international de la Croix-Rouge répond en page 0063 à la question cruciale. Que faut-il faire? Sous le point 3, le CICR écrit « Adopter les législations nationales qui répriment les crimes de guerre ». Je pense que mes confrères du bureau du procureur devraient prendre le temps de lire les documents sur lesquels ils s'appuient, au risque de fournir à la défense la preuve exacte de ce qu'elle affirme. La preuve au dossier rapporte l'exact opposé de ce que le bureau du procureur et les représentants légaux des victimes soutiennent. Article 65 de la Constitution soudanaise de 1998, c'est le document 138, je le cite. Le titre est « Non, je ne cite pas. Son titre est « Source of Legislation » et il définit la charia, la Constitution et la coutume soudanaise comme les sources du droit national soudanais et en exclut tout autre. Il n'y a aucune place pour les sources du droit international, les conventions ou le droit international coutumier. Et enfin, la non-applicabilité directe des conventions internationales dans le droit soudanais a été confirmée par les 3 témoins compétents pour l'affirmer, que sont P120, c'est la pièce 49, D16, pièce 78, et D23, pièces 92 et 82. À la lumière de cette preuve et des documents sur lesquels s'appuie le bureau du procureur, il ne fait aucun doute que le droit international, en particulier les conventions et le droit coutumier, définissant les crimes de la compétence de la Cour, n'était pas applicable au Soudan en 2003-2004. Le bureau du procureur et les représentants légaux des victimes se réfèrent alors à l'accord du 31 mars 2002 entre le gouvernement du Soudan et la faction rebelle SPLM, qui rappelait aux parties leurs obligations en vertu du droit international et prévoyait la création d'une commission nationale de mise en œuvre du DIH. C'est la pièce 139. La création d'une commission de mise en œuvre du DIH n'a pas pour effet, en elle-même, de rendre les conventions ou la coutume internationale applicables en droit soudanais. Comme indiqué précédemment, le discours du ministre de la Justice et le décret d'établissement de la commission confirment que tout restait encore à faire en matière de mise en œuvre nationale. Ce premier effort n'a abouti qu'en 2007, avec l'adoption des articles 153 à 163 de la loi sur les forces armées soudanaises. L'accord du 31 mars 2002 et ses suites sont donc sans pertinence pour l'application du principe de légalité aux faits survenus en 2003-2004. Le bureau du procureur et les représentants légaux des victimes tentent enfin de se référer aux dispositions du droit national soudanais en vigueur à l'époque, en particulier le Code pénal soudanais de 1991 et la loi sur les forces armées populaires de 1986. La défense avait anticipé cet argument et l'a adressé au paragraphe 27 de son mémoire
Ce que je vais dire à présent répond à la question numéro 8 de votre Chambre. Affirmer que les dispositions du droit soudanais en vigueur en 2003-2004 offraient les incriminations et les voies procédurales permettant de réprimer les crimes commis en opération dans le cadre d'une contre-insurrection ordonnée par le gouvernement, aurait requis la soumission de preuves, en particulier de preuves émanant d'un témoin expert en droit national soudanais, qui l'aurait confirmé. Les obstacles identifiés à l'application de telles incriminations de droit commun à ces opérations, telles que la Hanima, l'ordre donné, la nécessité militaire, les immunités, l'état d'urgence et l'état de guerre, sont trop nombreux pour répondre à cette question sans une telle expertise. L'exception d'incompétence, qui repose sur l'absence d'incrimination, a été enregistrée au cours de la phase préliminaire. Nous sommes le 16 mars 2021. Le bureau du procureur était donc pleinement averti et disposait de toute la phase de présentation de sa preuve pour appeler un tel expert en droit soudanais. Il n'en a rien fait. Après les comparutions des témoins D16 et D23, le bureau du procureur avait encore la possibilité d'appeler un témoin expert en droit soudanais sur ce point en réplique. Il n'en a encore rien fait. Après avoir failli à rapporter la preuve d'une incrimination en droit soudanais pour les crimes décrits dans les charges applicables en 2003-2004, le bureau du procureur ne peut aujourd'hui demander à la Chambre de se substituer à ce rôle d'expert en droit soudanais et d'interpréter par elle-même le droit soudanais aux fins de sa délibération. Avec tout le respect qui vous est dû, mesdames les juges, votre Chambre n'a pas compétence pour interpréter et encore moins déterminer le droit soudanais. Vous devez vous déterminer sur la preuve disponible au dossier. Et cette preuve confirme que les crimes décrits dans les charges, attaque de villages rebelles, Hanima, arrestation et exécution extrajudiciaire, torture, n'étaient pas définis en droit soudanais, faisaient partie de la pratique courante des autorités soudanaises à l'époque, sans distinction entre les hommes, les femmes, les enfants ou les vieillards. Vous vous référerez pour cela au témoignage du témoin P20 en note de bas de page 715 à 725 du rapport du mémoire de la défense. La preuve confirme que refuser d'obéir à un ordre de commettre ces faits était passible d'exécution sommaire sur le théâtre d'opération. C'est le témoignage des témoins P20 en note de bas de page 813, P120, note de bas de page 802, P883, note de bas de page 804 à 807, et P954, note de bas de page 812. Et que l'emploi régulier de l'expression « Allahu Akbar » en marge de la commission des crimes rendait toute référence à l'islam inutile pour prévenir, ou encore moins incriminer, des violations du DIH. La preuve établit enfin que l'excuse de nécessité militaire ou les amnisties étaient régulièrement utilisées pour éviter la répression de ces violations et que l'état d'urgence en vigueur au Darfour au moment des faits avait considérablement dégradé la situation déjà catastrophique du point de vue du respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. C'est sur la base de cette preuve que la Chambre doit se prononcer. Le bureau du procureur a eu l'occasion de rapporter la preuve que les actes décrits dans les charges étaient incriminés et susceptibles de poursuite au Soudan. En 2003-2004, il n'en a rien fait. En l'absence d'une telle incrimination, la Chambre n'a aucun choix raisonnable que de constater son absence et de déclarer par conséquent la Cour incompétente pour juger M. Abdelrahman
en vertu de l'article 22 du statut Nullium Crimen Sine Lege. Avant de terminer, mesdames les juges, je dois mentionner un dernier point, qui est en relation avec la ligne 1 de la défense que j'aborderai demain matin. Mais je considère utile d'informer à l'avance la Chambre afin que, éventuellement, vous réfléchissiez à des questions que vous souhaiteriez nous poser. Contrairement à ce que vous avez semblé assumer hier, Madame la Présidente, la défense n'a jamais renoncé à la ligne argumentaire selon laquelle Ali Kouchaïb n'existerait pas. J'ai failli tomber de ma chaise lorsque j'ai entendu ça hier. Notre position a toujours été et demeure que M. Abdelrahman n'est pas Ali Kouchaïb. Et quant à la question de savoir si Ali Kouchaïb existe ou n'existe pas, la défense ne sait pas laquelle de ces deux solutions correspond à la vérité. Et d'ailleurs, la charge de l'établir ne nous incombe pas. Nous n'avons donc pas de position sur ce point, mais nous n'avons jamais exclu que Ali Kouchaïb n'existe pas. Je tenais à ce que ce soit clair et je me tiens naturellement à la disposition de la Chambre pour répondre à ces questions sur ce point demain dans la journée. J'en ai terminé. Souhaitez-vous que nous continuions? Et dans ce cas-là, je cède la parole à mon confrère. La juge présidente, non, le moment est opportun pour faire la pause déjeuner. Comme je l'ai dit, nous allons abréger cette pause. Nous allons faire une pause d'1 heure et nous allons nous revoir à 14 heures. Nous allons nous revoir à 14 heures pile. Et nous allons lever l'audience à 15h30. Intervention inaudible. La juge présidente, c'est ce que j'ai dit. Vous aurez une pause déjeuner plus courte que d'habitude, mais vous disposerez de 1h30. Maître Edwards, je pensais que vous, Madame la juge, devait s'absenter à 15h. La juge présidente, non, c'est la vice-présidente qui doit s'absenter, mais c'est à 15h30. Très bien, donc nous allons nous revoir à 14h.